Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Pour cette table ronde autour du duel à l'épée, nous recevons Bernard Lugan, historien africaniste et auteur de l'éloge du duel, l'honneur au-dessus de la vie aux éditions de la Nouvelle Librairie. Bonjour Bernard Lugan. Bonjour. Et nous recevons également François Bousquet, directeur de la Nouvelle Librairie et de la revue Éléments. Alors bonjour François. Bonjour Baudouin, bonjour Bernard. Bonjour. Bernard Lugan, vous connaissez, africaniste, expert passionné de cet immense continent, mais entre deux livres sur les ethnies de la bande sahélo-saharienne et de l'histoire de l'Afrique du Nord, vous êtes également un défenseur du duel à l'épée et même fondateur en 2002 de l'association, alors qui n'est plus en activité malheureusement, dont les directeurs nous ont malheureusement, les vice-présidents pardon, nous ont quittés, une association pour le rétablissement du duel en matière de presse, la RDMP. Alors Bernard Lugan, pourquoi le duel? Votre brillante carrière ne vous a-t-elle pas attiré les éloges de la presse française? Évidemment non, mais racontez-nous pourquoi c'est avec les représentants de cette presse que vous aimeriez parfois croiser le fer. Oui, j'aimerais beaucoup. Tout simplement parce que j'arrive au terme d'une longue carrière et durant cette longue carrière, j'ai été attaqué systématiquement, bafoué, diffamé, insulté. Alors j'ai mené des procès, une vingtaine de procès. Je les ai tous gagnés. Et je précise d'ailleurs que ces procès gagnés ont été pour moi fort utiles parce que ils m'ont rapporté un certain nombre de ducats et de louis d'or qui m'ont permis de restaurer une cheminée du XVIe siècle, de refaire une toiture, etc. Mais seulement, le problème, c'est que les insultes ont continué. Et sous les mêmes termes. Récemment encore, il y a quelques mois, Mediapart, qui est vraiment l'organe, l'étalon maître du journalisme de sous-préfecture, Mediapart m'a traité d'universitaire autoproclamé. C'est quand même assez considérable. Donc des insultes qui n'ont pas cessé. Alors je me suis dit que finalement, comme ça ne servait à rien. Pourquoi ne pas remplacer l'appel à la basoche par quelques bons centimètres d'acier qui mettraient un peu de plomb dans la cervelle des butors de la sous-culture médiatique. Donc j'ai créé cette association pour le rétablissement du duel en matière de presse. Mais j'ai eu deux vice-présidents. C'est une association qui n'accepte aucun membre. Deux vice-présidents qui étaient deux personnages véritablement essentiels dans notre histoire contemporaine, qui étaient Vladimir Volkov et Dominique Vénère. Alors ils sont tous les deux, hélas, partis vers des mondes meilleurs. Donc je suis le dernier survivant de cette association. Elle était exceptionnelle, cette association, puisque au pic de sa forme, il y avait 3 membres, vous, Dominique Vénère, magnifique corps franc, avec une détermination sans faille, et Vladimir Volkov, sabreur exceptionnel devant l'éternel. Comment ça se passait? Parce que c'était vos témoins en réalité. Comment ça se déroulait? Alors, j'explique rapidement comment se passe la règle du duel. Donc, vous êtes diffamé ou insulté, donc vous demandez à 2 personnes d'être vos témoins, en l'occurrence Dominique Vénère et Vladimir Volkov. J'avais un autre camarade, alors, Michel Ville, qui lui aussi, de temps en temps, est venu les renforcer. Donc, les témoins étant déclarés, les témoins se présentent à la rédaction du journal abritant le butor qui vous a insulté et demandent au rédacteur en chef que le butor en question déclare témoin. Et le butor en question, donc, déclare témoin, et à ce moment-là, les 4 témoins se réunissent et discutent entre eux pour savoir s'il y a matière ou non à affrontement sur le pré. Et si par hasard les témoins considèrent qu'il n'y a pas matière à affrontement, il n'y a pas duel. Nous ne sommes pas dans un pugilat de soldats ivres, n'est-ce pas? Et il y a toute une règle à suivre. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que chaque fois que mes témoins se sont présentés dans des rédactions, je précise aussi bien à droite qu'à gauche. Les témoins en face n'ont jamais été déclarés. C'est-à-dire que ceux qui m'avaient insulté ont tellement eu la trouille et puis manquaient à ce point à l'honneur qu'ils n'ont même pas déclaré témoin. Il faut dire que Vladimir Volkov et Dominique Vénère précisaient tout de suite en préambule qu'étant l'insulté, j'avais naturellement le choix des armes.
Et pour moi, la première proposition était le sabre, mais le sabre à cheval. Inutile de vous dire que les lapins de coursive, qui constituent 99,99% de la gente journalistique, courent encore. Oui. Volkov avait une vision particulière du duel à la russe. Oui, alors Volkov m'avait dit, voilà Bernard, moi je veux bien être votre vice-président, mais à une seule condition. Ah, je dis oui, laquelle, Vladimir? Eh bien, c'est que l'on puisse se battre à la russe. Alors j'ai dit, mais écoutez, qu'est-ce que le combat à la russe? Et le combat à la russe, eh bien, c'est le combat dans lequel les témoins se battent aussi. Je dis oui, le problème, c'est que la règle du duel en France l'interdit, mais il est évident que si demain, moi, Bernard Lugan, je suis votre témoin, c'est avec le plus grand bonheur que je tirerai mon sabre. Et Bernard Lugan, vous faites la promotion d'un duel non seulement au sabre, mais aussi à cheval. Oui, oui. Alors le problème, bien non, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes, n'ont pas de courage, et ceux qui ont un peu de courage pas forcément et qui pourraient tenir un sabre, ne savent pas monter à cheval. Alors donc, j'ai proposé à ce moment-là qu'on se batte à pied. Bon, c'est pas un problème qu'on se batte à pied. Alors moi, je suis tout à fait contre le duel au pistolet. Le duel au pistolet. Alexandre Dumas, j'en parle dans mon essai sur le duel. Alexandre Dumas, qui était un grand duelliste, reprochait au pistolet son incertitude, tandis que l'acier a un avantage considérable, c'est que tous les coups portent. Bernard Lugan, on va y revenir dans un instant. Restez avec nous pour parler de cet éloge du duel. Mais il est presque 8h et on fait un point sur l'actualité avec Liselotte Dutreuil. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Et nous sommes avec Bernard Lugan, historien et africaniste, mais aussi promoteur du duel dans cet éloge du duel aux éditions de la Nouvelle Librairie, ainsi que François Bousquet, directeur de la revue Éléments. Alors le problème, Bernard Lugan, et c'est votre point dans ce livre, c'est qu'aujourd'hui on se laisse insulter, on répond par d'autres insultes, tout cela finit dans des pugilats grossiers, au lieu de simplement aller s'affronter avec honneur et avec une épée. Oui, mais le problème que l'honneur a disparu. Pensez donc, lors des débats récents sur la loi sur les retraites, les insultes qui ont volé dans l'Assemblée dépassaient au cube celles qui volaient à l'Assemblée à l'époque des grandes oppositions entre la droite et la gauche, les républicains et les monarchistes sous la Troisième République. Par exemple, le pauvre Dussopt se fait traiter d'assassin et de parjure. Il ne réplique pas. Imaginons ce qui se serait passé sous la Troisième République avec Clémenceau, avec Cavaignac, avec tous ces hommes qui, pour beaucoup moins, s'affrontaient dès le lendemain matin sur le pré. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une déliquescence complète des références et du code de l'honneur, ce qui fait que ça fait la fortune des avocats, mais cela amoindrit d'une manière considérable tout ce qui était esthétique et code de l'honneur. La fortune des avocats et l'engorgement des tribunaux, cher Alors, Bernard. engorgement des tribunaux. Par exemple, la 17e chambre, je suis passé combien de fois devant la 17e chambre? Des heures entières, parfois des après-midi, des soirées, pour des affaires, somme toute subalternes, qui auraient pu être réglées en amont, car les journalistes qui proféraient les insultes, les calomnies ou leurs autres délires, auraient en amont, se seraient auto-censurés en amont, craignant en aval d'avoir à rencontrer sur le pourret celui qu'ils avaient insulté. Vous évoquiez D'autant plus que les journalistes ne paient pas les amendes. Lorsque le diffamé gagne un procès et que ce diffamé a droit à une compensation financière, qui est toujours ridicule d'ailleurs, ce ne sont pas les journalistes qui ont insulté qui paient, ce sont les rédactions. Donc, ils sont totalement en dehors du coup, totalement irresponsables. Nous sommes dans la société de coupables irresponsables. Ou de l'impunité totale, hein, pour ceux qui... Et de l'impunité totale. Hein. Et de l'impunité totale. Par exemple, le Figaro-Lyon, à l'époque où j'étais encore professeur à Lyon, m'a insulté 4 fois sur le même motif. Je les ai fait condamner, mais toujours la même insulte revenait. Je dois dire que les gens du Figaro-Lyon, aussi lâches que les gens
de la gauche ont refusé de déclarer témoin. Ils n'ont même pas eu le courage de déclarer témoin. Parce que, eussent-ils déclaré témoin, que nos témoins eussent pu imaginer qu'il n'y avait pas matière à rencontre. Mais ils n'ont même pas eu le courage de déclarer témoin. Aussi bien à droite qu'à gauche, nous avons affaire à 90% à des lapins de coursive. Vous évoquiez tout à l'heure la Troisième République, dont on peut dire qu'elle a été l'âge d'or du duel en parlant de la figure de Georges Clemenceau. J'ai en tête ce que Léon Daudet disait de Clemenceau, une tête de mort dans un calcul bilaire. L'un et l'autre allaient sur le champ d'honneur. Parlez-nous un peu de cette Troisième République, qui a été étonnamment cet âge d'or du duel. Oui, ce fut l'âge d'or du duel. Il faut dire que l'affaire de Panama et l'affaire Dreyfus ont exacerbé à l'époque les tensions. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, je consacre de longs développements dans mon essai sur le duel à cette période, parce que je consacre, moi qui suis un vieux réactionnaire, appelons, disons carrément un homme de droite, même si ces notions ne veulent rien dire, moi qui suis vraiment un vieux réactionnaire, je tire mon chapeau à ces hommes de gauche qui avaient du courage. Parce qu'à l'époque, qu'ils fussent de gauche ou de droite, républicains ou monarchistes, ils se battaient, ils avaient le sens de l'honneur. Alors bon, bien sûr, Clemenceau, des hommes comme Cavaignac, également Maurras, qui s'est battu, qui n'était pas député, mais il y avait les députés, il y avait les journalistes, il y avait les hommes de lettres, il y avait les écrivains qui se battaient, Proust qui s'est battu une fois, qui ensuite en a fait toute une salade pendant toute sa carrière, parce que Proust avait peur d'être traité d'efféminé, donc il met toujours en avant le fait qu'il s'était battu une fois en duel pour montrer qu'il n'était pas efféminé. Et des hommes de gauche comme Blum, Léon Blum était un homme d'épée, des hommes qui étaient honorables parce que ils relevaient le défi de l'honneur. Aujourd'hui, cela a totalement disparu. Regardez ce qui s'est passé quand ce pauvre député Marlex s'est fait adresser un bras d'honneur par le garde des Sceaux et qu'il n'a pas répliqué. Il ne lui a pas envoyé ses témoins. Mais imaginez la scène, imaginez le 10e de cela sous la Troisième République. L'on se battait dès le lendemain matin. Alors Bernard Lugan, est-ce que vous pouvez différencier le duel d'une pure vengeance et d'un crime d'honneur ? Ah oui, rien à voir. Non, rien à voir. Alors, donc Richelieu a sauvé la noblesse française parce que jusqu'à Richelieu, l'on se battait pour un oui, pour un non, et il y a eu une déviance qui a fait que l'on s'entretuait. Un peu avant Richelieu, sous Henri IV, il y a eu plus de morts dans l'aristocratie française par le duel qu'il y en a eu dans les guerres de religion, dans la guerre de religion. C'est pour vous dire, je donne les chiffres, n'est-ce pas, parce qu'il y a eu des études tout à fait intéressantes qui ont été faites là-dessus. Alors plus tard, Richelieu a interdit le duel, et il a véritablement sauvé la noblesse française, qui était en train de s'entrégorger, de s'entretuer. Alors, le duel, ensuite, a connu une phase de ralentissement, sauf dans l'armée. On a continué à se battre dans l'armée, mais avec un certain nombre de règles, dans la mesure où le chef de corps autorisait ou non le duel. Et puis, il y a eu la période de la guerre révolutionnaire, alors évidemment avec les épisodes du fameux film Les Duellistes, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et le duel a ressurgi de l'oubli dans les années 1830-1840 et avec son acmé sous la Troisième République. Alors il faut dire que au XIXe siècle furent définies véritablement les règles du duel. Donc, à partir de ce moment-là, le duel a été codifié avec les témoins, avec l'usage des armes, avec toutes les conditions. Jusque-là, le duel n'était pas véritablement réglé. Donc, aujourd'hui, nous avons véritablement un code du duel. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons un code du duel, mais nous n'avons plus de gens voulant se battre en duel. Puis surtout, la législation l'interdit. Imaginez demain que je croise le fer avec l'un ou l'autre des faquins de la culture médiatique. Encore faudrait-il qu'ils eussent le courage de venir m'affronter, nous finirions en prison, lui et moi. Donc le duel, aujourd'hui, n'est plus possible. Alors qu'il ne l'était pas sous la Troisième, hein ? Non, alors sous la Troisième République, il y a eu plusieurs tentatives d'interdiction du duel, il y a eu, je crois, 7 ou 8 tentatives de projets de loi déposés pour l'interdiction du duel, et tous ont été refusés par les députés, qui à l'époque en avaient dans la culotte.
Oui. S'il y a un journaliste que vous n'aimez pas, vous l'avez cité, c'est Mediapart. Et à Mediapart, il y a le patron, The Big Boss, Edoui Plenel. Hein. Et j'ai tendance moi, à comparer les moustaches d'Edoui Plenel, derrière lesquelles il se cache, et les vôtres. Hein. Oui, bon, écoutez, moustache, moi, je pense que j'ai des moustaches. Lui a quelques poils qui cachent ses pensées sombres. Oui, bon, disons que si le duel était autorisé, hein, je pense que les gens de Mediapart seraient tout à fait ceux auxquels j'enverrais mes témoins. Pour une raison très simple, par exemple, m'avoir traité d'universitaire autoproclamé, en 1890, eût mérité quelques centimètres d'acier. Vous décrivez toute une riche littérature qui va raconter ce duel, qui est documenté. Les codes du duel sont très connus. Est-ce que vous pouvez réexpliquer comment, quand on est offensé, on envoie ses témoins à l'offensant, à l'offenseur? Écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Donc, vous envoyez 2 témoins qui vont se présenter au domicile de l'offenseur et qui lui demandent de déclarer témoin. Et justement, vous avez fait envoyer des témoins chez l'Observateur. Pardon ? Il vous est arrivé d'envoyer des témoins au journal L'Observateur? Ah, je ne donne pas de nom de journaux. J'ai eu des témoins j'ai simplement cité le Figaro-Lyon parce que il faut citer toujours les suivistes, mais je ne donne pas de nom, je ne donne pas les noms de ceux auxquels j'ai envoyé mes témoins. Si vous voulez. Il ne vous est jamais arrivé parce que je ne suis pas comme Mediapart, je ne livre pas des noms en pâture. Mais alors, là, on a évoqué les témoins dans la réalité. Vous avez parlé du film de Ridley Scott, hein, qui relève d'une forme de duel forcené, et qui presque. Mais c'est pas. Tu vois, le duel des duellistes est un film merveilleux, et la nouvelle de Conrad est merveilleuse. Mais cela ne correspond pas au code du duel tel qu'il va être défini plus tard. Là, il s'agit de vengeance personnelle. Et dans le code du duel, il est bien dit que le duel n'est pas une vengeance et que l'on ne se bat pas contre n'importe qui. Et s'il y a un homme... Pardon ? Et s'il y a un homme, Bernard Lugan, à qui va votre amitié, votre affection, votre admiration, c'est Alexandre Dumas, qui a été non seulement un grand duelliste dans la vie, mais aussi un magnifique romancier du duel. Hein. Oui, alors Alexandre Dumas, en plus, était très craint. Alexandre Dumas était très craint parce qu'il était à la fois excellent sabreur et excellent tireur au pistolet. Je veux dire qu'il n'aimait pas le duel au pistolet, mais il l'a pratiqué plusieurs fois. Et nous avons des textes tout à fait intéressants, notamment dans ma vie d'Alexandre Dumas, où Alexandre Dumas raconte 2 ou 3 duels qu'il avait lui-même vécu, et c'est tout à fait intéressant. Je raconte également dans mon récit, enfin dans mon petit livre sur le duel. Attention, ce n'est pas une histoire du duel. Hein. Ce n'est pas une histoire du duel. C'est un éloge du duel où je mets en avant un certain nombre de personnages particulièrement intéressants, des femmes également. Et je parle de Daudet, Daudet qui raconte les duels imaginaires de Proust. Je parle de divers personnages, de divers auteurs qui ont tenu le sabre ou le pistolet. Et ceci, je veux dire, la place importante du duel dans la littérature française, surtout dans la littérature du 19e siècle. Vous parliez des femmes, hein, avec les lois sur la parité, avec Sardine Ruisseau. Comment concevoir le duel alors qu'autrefois, il y a eu des duels d'Amazon, de magnifiques duels de femmes, hein. Oui, alors je cite l'exemple de plusieurs femmes qui se sont battues en duel, notamment l'une, la Maupin, personnage tout à fait intéressant, une jeune aristocrate qui est formée à l'épée par son père et qui va avoir une vie tout à fait étonnante. Bon, elle est comment dire, elle aime les hommes, mais elle aime également les femmes. Hein. Elle aime beaucoup les femmes. Elle ne dédaigne pas les hommes, mais disons, elle est très généreuse, disons. Et donc la Maupin se retrouve un soir habillée en homme, invité au bal du frère de Louis XIV, enfin de Louis XIV, qui avait ce qu'on appelait à l'époque le petit défaut, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il aimait les garçons, en fait. Et alors donc, la Maupin, habillée en homme, arrive au bal du frère de Louis XIV, et le frère de Louis XIV repère ce jeune chevalier séduisant, mais il n'a pas le temps de lui faire la cour, qu'elle-même fait la cour à une très jolie femme qui est là, et qui est un petit peu offusquée de voir ce jeune cavalier lui faire une cour
aussi pressantes. Et 3 jeunes soupirants viennent provoquer la Maupin qui est habillée en homme. La Maupin sort avec eux, elle les tue tous les 3. Donc, scandale à la cour. Et heureusement pour elle, le frère de Louis XIV va plaider sa cause auprès du souverain. Et Louis XIV a cette phrase tout à fait extraordinaire qui dit « Mais où est le problème ? Le duel est interdit aux femmes, mais pas aux hommes. Donc, on n'en parle plus, affaire réglée. » Aux hommes, mais pas aux femmes. Elle va devenir cantatrice ensuite, et elle va devenir un des personnages clés du spectacle à l'époque de Louis XIV. Et elle va mourir, plus tard. Voilà, donc, un personnage tout à fait étonnant. Je cite 2 ou 3 femmes. Nous sommes loin des Sandrine Rousseau et des Madame Panot, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait avec Sandrine Rousseau? On lui donne la fessée. Et plus largement, les journalistes méritent-ils tant d'honneur que de les défier en duel? Au XVIIIe siècle, l'aristocratie aura envoyé son personnel de maison pour leur donner la fessée, ou alors ou les bastonner. Là, c'est une très bonne question. Et je dois dire que ces êtres méprisables eussent été relevés, dans mon estime, s'ils avaient eux-mêmes relevé le gant. Mais en règle générale, leur comportement montre bien qu'ils n'étaient pas gens d'honneur. Également, Bernard Lugan, on voit aujourd'hui réapparaître une forme de duel, du moins ce sont des combats parfois d'arts martiaux mixtes, et on a des rappeurs qui s'affrontent lors de ces combats, et même parmi les plus hauts dirigeants de l'économie mondiale, Elon Musk et Mark Zuckerberg, qui devraient se battre en arts martiaux mixtes. Est-ce que c'est une résurgence du duel, mais avec les poings? Oui, c'est le duel du pauvre. Le duel du pauvre. Même s'ils sont riches. Oui, à ce moment-là, on tombe dans la querelle de soldats ivres, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec les vertus aristocratiques du duel. C'est une bagarre, ça peut être une bagarre d'ivrogne. La bagarre au poing, je connais. Moi, j'ai fait beaucoup de boxe française. J'ai fait de très nombreuses bagarres de rue. Les plus anciens de Mediapart se souviennent de moi, n'est-ce pas? Bon, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le duel. Justement. Bernard, allez-y, François, pardon. Dites Bernard, d'ailleurs, pour les bagarres de rue et la boxe française, il faut lire Mai 68 vu d'en face de Bernard Lugan, toujours à la Nouvelle Librairie. Mais je reviens sur le match entre Elon Musk, qui est un type génial, je veux dire par ailleurs, et Mark Zuckerberg en MMA, donc dans une cage. C'est un peu un match de catch. Or, ce que vous montrez dans le livre, L'éloge du duel, c'est que le duel est le comble de la civilisation. Et là, on est aux antipodes. Absolument, c'est le comble de la civilisation, et c'est le comble de la politesse. Tandis que là, nous avons affaire, à un pugilat de fin de banquet. Non, ça n'a rien à voir. Le duel, si vous le voulez, est la quintessence même de la politesse, de l'art de vivre, parce que par l'existence même de la possibilité du duel, vous évitez en amont un certain nombre de dérapages. Aujourd'hui, nous vivons dans l'immédiateté et dans la civilisation du spasme. Tandis que, avec l'idée du duel, vous maîtrisez votre spasme d'élocution, parce que vous vous dites que si vous allez trop loin, eh bien, vous allez devoir assumer votre dérapage face à quelqu'un qui va vous attendre avec quelques bons centimètres d'acier en main. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, Bernard Lugan, en attendant que le duel soit réautorisé, même si ça n'arrivera sans doute jamais? Est-ce que si, ça arrivera. Si par hasard je devenais président de la République, je ferai voter par ma majorité présidentielle immédiatement la première loi rétablissement du duel pour rétablir la politesse et l'art de vivre dans ce pauvre pays. Et Bernard Lugan, vous ne serez jamais président de la République, puisque je suis monarchiste, donc ce serait difficile. Oui, vous êtes hostile à la République, donc ce sera difficile. Oui. Et donc, vous êtes hostile à la République, donc ce sera difficile. Oui, non, de toute façon, je suis un vieux monarchiste. Mettons les pieds dans le plat. Si un jour vous deviez être roi de France, c'est autre chose. Ah non plus. Non plus. Non. Alors, vous savez,
Ouais, allez-y, Bernard Lugan. De toute façon, vous savez que je me tiens très loin de ce genre de débat. Non, je sais bien. Votre maître, d'autant que votre maître, Lyautey, comparait la République à une maladie vénérienne. Oui, Lyautey avait cette phrase merveilleuse qui disait, Lyautey, c'est mon maître, qui disait « La République, c'est comme la syphilis, lorsqu'on l'a attrapée, soit on se fait sauter le caisson, soit on tente de vivre avec. » Bien moi, depuis 1789, je tente de vivre avec. Vous êtes bien vieux, Bernard Lugan. Mais alors, la fin du duel marque aussi la fin de la possibilité de défendre son honneur. Et aujourd'hui, on en est même à ne pas pouvoir se défendre physiquement. Parce que j'allais vous demander, est-ce qu'on peut remplacer quelques centimètres d'acier par quelques phalanges ? Ah, écoutez, à mon époque, quand j'étais jeune, on pouvait. Et c'est d'ailleurs, je dis toujours à mes jeunes camarades qui sont horripilés par l'esprit du temps, de faire attention, parce que à mon époque, on pouvait se battre contre les gauchistes et autres communistes, et les gens contre lesquels nous battions avaient un minimum de sens de l'honneur, car ils n'allaient pas en justice. Nous non plus, d'ailleurs. On pansait nos plaies, on allait à l'hôpital, et puis l'on prenait notre revanche la semaine suivante. Aujourd'hui, vous mettez une simple claque, vous êtes poursuivi en justice. Donc nous vivons à la fois dans la fin de la civilisation de l'honneur et dans la totale civilisation de la lâcheté et de l'abandon de tout esprit de réaction. Et ceci tord tellement l'esprit naturel et l'ordre naturel que ça ne peut pas durer. Il va y avoir un moment où tout va exploser, n'est-ce pas ? Et il n'est pas possible de continuer à vivre dans cette société dans laquelle vous prenez des coups et dans laquelle vous n'avez pas le droit de répliquer. Donc là, nous sommes loin du duel, n'est-ce pas ? Mais il va falloir que tout cela puisse changer. Et ça va changer. Je crois que la géopolitique mondiale est en train de faire que l'ordre naturel va sans doute revenir au galop à travers des flots de sang. Mais ce que vous décrivez n'est pas si loin du duel, Bernard Lugan, puisque ce que vous décrivez, c'est un processus de dévirilisation, un processus d'émasculation, un processus d'impuissance, et donc d'impuissance politique. Impuissance politique, mais tout va de pair. Tout va de pair. L'impuissance virile, l'impuissance, j'allais dire, civique, va de pair. Donc nous sommes, comme le dit l'excellent Despote, l'homme occidental est une poularde gavée aux hormones. Je dirais une poularde, c'est-à-dire un coq castré gavé aux hormones. Et face à un monde qui a vu le retour du tragique, face à un monde qui aujourd'hui est un monde en totale implosion, l'homme européen est un homme castré face à des loups qui sont, eux, pleins d'appétit et pleins de vigueur. Alors, soit l'homme européen va finir dans la gueule de ces loups, soit l'homme européen va finir par réagir. Mais pour réagir, encore faudrait-il que les lapins de coursive et les, et les émasculés de sous-préfecture qui dirigent leur pays, et notamment le pays de France, soient évincés et que aujourd'hui soit rétablie une sorte de féodalité avec des corps francs modernes qui puissent dire maintenant nous réagissons et nous cessons d'être des victimes et nous devenons, n'est-ce pas, nous changeons le rapport de force, ce qui implique une contre-révolution totale, à la fois politique d'abord, comme disait Maurras, mais civique, morale, civilisationnelle. Le duel est un des éléments de cette résurrection. Et sans doute... Oui. Allez-y François, pardon. Non, c'était pour une précision, pour enrichir le lexique, enfin pas l'enrichir, hein, restaurer le lexique merveilleux de Bernard Lugan, c'est les queues plates de sous-préfecture. Les queues plates de sous-préfecture. Nous sommes dirigés par des queues plates de sous-préfecture. Alors qu'est-ce qu'une queue plate de sous-préfecture ? C'est un castor qui fait barrage à la haine tous les 5 ans ? Le queue plate de sous-préfecture, c'est ce que vous voyez sur les écrans de télévision. Et ce sont ces hommes ou ces femmes qui pendant des mois nous ont interdit de prendre un café debout et qui ont interdit aux pauvres grand-mères de sortir non masquées et sans Ausweis pour aller faire pisser leurs chiens. Ce sont ces hommes qui aujourd'hui se promènent avec des journées, des marches blanches
et qui, au lieu de rétablir l'ordre, sont dans la compassion et dans la victimisation. En fait, c'est la classe politique, la classe journalistique, la classe médiatique, la classe du spectacle, c'est-à-dire tout le pays légal. Et là, j'en reviens à Maurras. C'est tout le pays légal qui est en train d'achever de tuer le pays réel, jusqu'au jour où le pays réel va prendre une grande colère et va les reconduire dans leur sous-préfecture. Merci beaucoup Bernard Lugan d'avoir été avec nous pour cet éloge du duel aux éditions de la Nouvelle Librairie. Merci beaucoup et à bientôt. Et merci à vous aussi également François. Mais on reste avec vous et on revient avec vous dans quelques instants pour notre entretien vidéo.